Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de DynamoDB et de la modélisation. Donc on va voir plusieurs choses dans cette présentation. Une première partie un peu théorique où je vais reprendre quelques concepts. Après, on verra une démo avec une partie dans la console et une partie avec un outil. Et puis enfin, on conclura avec un témoignage côté A/B testing, côté client, d'un usage à l'échelle de Dynamo. Donc aujourd'hui, pour la présentation, donc je m'appelle Florent Lacroute, je suis Solution Architect chez AWS. J'accompagne les clients côté manufacturing. Et avec moi, j'aurai Sébastien, qui est également Solution Architect chez AWS, et Benoît Chislon, Cloud Architect chez AB Testy. Donc la promesse de DynamoDB, c'est de pouvoir répondre en quelques millisecondes, finalement, à n'importe quelle requête et à n'importe quelle échelle. Mais pour arriver à cette promesse-là, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va voir pendant cette présentation. Le premier objet que l'on a dans Dynamo, le premier niveau finalement qu'on va avoir, on n'a pas de cluster, de serveur ou autre, c'est une table. On a une table DynamoDB, à l'intérieur de laquelle on va retrouver un certain nombre d'items. Ces items vont avoir différents contenus. Tous vont avoir une partition key. Après, optionnellement, on pourra avoir une sort key, et le couple de ces deux clés va finalement avoir notre clé primaire qui va rendre unique chacun de nos items. Les attributs, quant à eux, vont pouvoir varier d'un item à l'autre. On n'est pas obligé de toujours garder la même liste d'attributs pour chacun des items. Et donc ça va nous permettre une très grande flexibilité finalement dans ce que l'on va mettre dans nos tables. Ces items, on va avoir quelques contraintes sur leur taille. Au niveau de la facturation dans DynamoDB, on va avoir des read capacity unit et des write capacity unit. Donc ça veut dire que à chaque fois que lors d'une requête, vous lisez les données, si vous lisez jusqu'à 4 KB, vous êtes facturé 1 RCU. Si vous écrivez jusqu'à 1 KB, vous êtes facturé 1 WC. Et on verra que ça, finalement, ça a un impact sur notre modélisation derrière, sur les choix que l'on va faire, sur la taille des items que l'on va stocker. Donc on va privilégier des petits items, même si on peut aller jusqu'à 400 kg par item, ce n'est pas la bonne recommandation finalement pour passer à l'échelle de manière transparente. La question qu'on va se poser finalement, c'est comment est-ce qu'on va vouloir organiser nos données? Et organiser nos données, pourquoi? Pour vos cas d'usage. Il n'y aura pas une réponse unique finalement, mais il faut se mettre dans la peau de quel va être l'utilisateur, vos utilisateurs, les différentes personas qu'on va rencontrer dans l'application, et ça va guider nos choix. Et donc c'est là qu'on va voir finalement les fondations de cette modélisation. Ça va être les choix au niveau des tables. Combien de tables est-ce que vous avez besoin pour stocker vos données? Alors, comment est-ce qu'on va répondre à cette question-là? Plusieurs questions qu'on va se poser finalement pour faire ce choix. Tout d'abord, est-ce que tous les cas d'usage sont équivalents? Imaginez que vous avez une table qui stocke des commandes. Vous n'allez pas avoir la même priorité finalement à traiter des commandes qui sont archivées que des commandes qui n'ont pas encore été expédiées. Donc on va se poser la question, est-ce que tout le monde va avoir la même priorité ou non? Est-ce que les entités que l'on va manipuler, l'utilisateur va les voir ensemble? Est-ce qu'on veut les ramener systématiquement ensemble ou est-ce qu'elles sont séparées et qu'il n'y a pas de lien forcément dans l'usage? On peut également avoir des problèmes de compliance. On va peut-être vouloir avoir des données financières qui soient isolées du reste. Donc, au niveau de contrôle d'accès, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on a besoin d'un contrôle d'accès différencié par entité? Et le dernier point, Dynamo est intégré avec d'autres choses. On a des backups, on a des flux d'événements sur les mises à jour, par exemple. Si on met tout dans la même table, toutes ces données-là vont ressortir ensemble. Ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc, si on prend une modélisation classique multitable, là on a l'exemple d'un forum, on va avoir une table pour les différents forums, une table pour les posts dans les fils de discussion dans un forum. C'est une modélisation dont on a l'habitude quand on vient du SQL. Cette modélisation-là va avoir un certain nombre de bénéfices. On va pouvoir isoler les données par table, et donc si on a des contraintes spécifiques sur le format des clés que l'on veut mettre, ce sera possible de le faire. Nos flux et nos index, finalement, vont contenir uniquement une entité. On ne va pas polluer ce que je disais tout à l'heure sur les éléments qui sont derrière, qui sont dépendants de la donnée. Là, on va avoir uniquement une entité dans chacun des flux et des index. Si on a des données qui périment, on va peut-être vouloir les purger au bout d'un certain temps. Donc on va pouvoir mettre un
paramètres de rétention différents sur des tables dont les données vont périmer, des tables où les données ne périment pas. Donc ça, on verra également un cas d'usage tout à l'heure avec ABTST. Et puis enfin, on ne va pas se le cacher, hein, c'est plus facile d'usage. C'est de là d'où on vient en général. Avec le SQL, on a eu l'habitude de modéliser une entité par table. Donc ça peut être plus rapide finalement à développer parce qu'on n'a pas cette courbe d'apprentissage finalement pour passer sur un schéma monotable. Le schéma monotable, lui, l'idée c'est que dans une même table, on va mettre plusieurs entités. Donc dans la table qui est présentée là, c'est une table qui pourrait être sur un site de e-commerce. On va être centré utilisateur, donc là on a un user ID pour la primary key, et puis un certain nombre d'autres items. Donc dans ces items-là, on va retrouver l'adresse du client, on va retrouver les items qui sont dans son carte actuellement, ou bien ceux qu'il a sauvegardés pour plus tard, et c'est son nom éventuellement, et puis ses différents profils. Bénéfice de cette modélisation, ça va être que quand on va faire une requête, toutes les données sont au même endroit. Donc si on veut ramener typiquement toutes les lignes de commande du panier, plus l'adresse d'expédition, c'est possible, assez simplement, puisque toutes les données sont au même endroit. On va utiliser une seule table, donc finalement, on va lisser l'usage des différentes ressources, donc on n'a pas besoin de se poser la question quel throughput je vais affecter à telle ou telle table, c'est tout dans la même table, donc on va être partagé en termes d'usage. Terme opération, vous aurez finalement une seule table à monitorer, donc une seule table sur laquelle vous allez devoir gérer vos alarmes, gérer vos métriques pour l'opération. Optimisation des requêtes, donc je parlais des RCE tout à l'heure. L'avantage d'avoir tout mis dans une table, tant que vous restez en dessous finalement de ces 4 kilobytes par exemple de données, bah, vous serez facturé qu'un seul RCU. Et c'est pas, on ne compte pas item par item, on compte bien vraiment toutes les données qui sont ramenées dans la requête. Donc ça, à comparer à, bah, je fais 2 petites requêtes dans 2 tables, et après je fais les jointures. Là, je vais avoir des RCU qui vont être facturés sur mes 2 tables. Donc une fois qu'on a discuté de ça, des tables, quels sont nos choix de tables, on va regarder, pour aller un peu plus loin sur ces fondations, on va poser des blocs suivants. Et les blocs suivants, ça va être les index. Donc qu'est-ce qui se passe derrière hein, dans le stockage? On va parler de la clé primaire. Dans la clé, on va avoir la partition key. Et la partition key, c'est ça qui va décider finalement, en termes de stockage, où va être stocké notre objet. Systématiquement, pour tout objet qui a la même partition key, on se retrouvera toujours dans la même partition stockée derrière. Pour choisir cette partition key, quels vont être les critères? Comme pour les tables, finalement, on a un certain nombre de questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on a une grande cardinalité, la plus grande possible, pour pouvoir finalement adresser le plus grand nombre de partitions? Donc typiquement, un booléen, ce n'est pas un bon choix. Il faut vraiment que ça soit le plus distribué pour que toutes les partitions soient remplies de manière homogène. On va se mettre dans la peau de notre utilisateur principal. On va choisir une persona qui va être l'utilisateur principal de notre application, et on va regarder tous les cas d'usage qu'on va vouloir faire avec cet utilisateur. Et on va s'assurer que pour tous ces cas d'usage, on va être capable d'utiliser notre primary key, notre partition key. Si on veut aller plus loin que le getItem, vraiment récupérer des collections d'objets, c'est là que la deuxième clé intervient. Donc on a notre clé de tri, notre partition key, qui va te permettre de regrouper sous une même partition key plusieurs items. Donc ça va nous permettre de faire une requête dans un range très spécifique finalement, et améliorer les performances. Et puis, ça va répartir finalement, je disais au début, hein, on va travailler sur des petits items, hein, mais cet accès que l'on va faire, on va faire un accès sur plein de petits items, plutôt que d'accéder à un gros item de 400 kg avec toutes les données de notre client. Donc on va vraiment redécouper notre gros item qui est représenté par la partition key en plus petits items avec la sort key. Et en termes de stockage, vu que la partition key est la même, si on a 2 sort keys différentes pour une même partition key, on va se retrouver dans la même partition. Les données vont être colocalisées dans la même partition, ce sera plus rapide finalement à l'exécution pour récupérer les données. Et donc, les index. Les index, qu'est-ce que c'est? Les index, c'est finalement, il faut voir ça comme une autre table qui est gérée par Dynamo. Dynamo va répliquer tout ou partie des données dans ces index pour permettre de nouveaux cas d'usage. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au Global Secondary Index. Le premier point, c'est qu'on va toujours trouver dans n'importe lequel de nos Global Secondary Index la partition key et la sort key d'origine. Et ça, pour assurer l'unicité de nos items. Par contre, on peut les changer de sens si on veut faire un reverse lookup, et on peut choisir d'autres
partition key et sort key. Donc ça va nous permettre d'adresser d'autres personas, potentiellement d'autres utilisateurs, qui ont besoin de rentrer sur les données par un autre biais. Et on va projeter finalement dans cet index-là, dans cette nouvelle table, uniquement les données dont on a besoin pour le cas d'usage. Donc on peut choisir d'inclure, c'est le cas du deuxième index, uniquement un attribut. Ou bien on sait qu'on aura besoin systématiquement de l'ensemble des attributs, auquel cas on projette tous les attributs. Donc les bénéfices des index, c'est qu'on va améliorer finalement la performance de nos requêtes. On est capable de rentrer par un endroit qui est pertinent, on va avoir un filtrage efficient de nos nodés. On va mettre à jour et puis accéder à des petits objets. Finalement, on n'aura pas forcément répliqué l'ensemble des attributs, on va être plus pertinent sur notre stockage. Et puis, ça va être faciliter finalement notre passage à l'échelle avec, on a besoin d'un nouveau cas d'usage, on va l'isoler dans un nouvel index potentiellement pour pouvoir rentrer dessus, et on va pouvoir continuer à obtenir ce niveau de performance que l'on souhaite. Je vais passer la main à Sébastien pour une démonstration sur la partie Dynamo. Voilà, donc on a pu voir un petit peu les concepts, les questions qu'on doit se poser quand on fait notre modélisation, et maintenant on va essayer de les mettre en application avec un petit scénario. Donc le scénario, c'est un nouveau jeu, le Clash des licornes. Alors le jeu ne sortira pas à la fin du summit, on a déjà fait des annonces ce matin, on n'en fera pas plus ce soir. L'idée de ce jeu, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à Fortnite pour ceux qui connaissent. Donc on imagine une cinquantaine de joueurs sur une carte. Ils jouent avec des licornes, donc chacun a eu sa petite licorne avec des couleurs différentes. On récupère des objets, des armes. On doit s'entretuer à base de licornes, donc ça reste merveilleux. Il y a des petites paillettes partout. Et à la fin, l'objectif, il n'en restera qu'un. Donc voilà, ça c'est l'objectif du jeu. Et donc on va vous expliquer un petit peu maintenant et vous montrer avec les différents outils aussi qu'on va pouvoir utiliser comment est-ce qu'on va faire cette modélisation, comment est-ce qu'on va requêter nos objets en fonction des types d'accès qu'on va avoir au sein de notre jeu. Donc la première question qu'on va se poser, c'est les entités. Quelles sont les entités qui interviennent dans le jeu? Donc ça, c'est un premier jet. Après, ça peut évoluer aussi au fil du temps avec le jeu. La première entité qu'on va avoir, c'est un utilisateur. Donc un utilisateur, il va avoir un profil utilisateur, donc il va avoir un nom d'utilisateur, un nom de famille, un prénom, donc les différentes informations qu'on va vouloir stocker, son adresse mail, etc. Donc ça, c'est les informations propres à l'utilisateur. On va avoir une deuxième entité qui va être l'entité game ou partie. Donc ça, c'est quand on crée une partie ou qu'on la lance. Donc là, c'est toutes les choses qui sont vraiment liées à la partie. Donc sur quelle carte ça a été joué, à quelle heure ça a été lancé, quelle est la personne qui l'a créé, etc. Donc ça, c'est les choses qui sont propres à la partie. Et puis on va avoir une troisième entité qui va être la liaison en fait entre ces deux entités-là. Donc la table de correspondance entre j'ai une partie, mais qui a joué dans cette partie. Donc autant nos deux premières entités, c'est quelque part une seule ligne, un utilisateur n'a qu'une seule identité, autant une partie va contenir des informations propres à la partie, mais aussi tout un ensemble d'utilisateurs, on dit une cinquantaine de joueurs. Donc il va y avoir autant de lignes de correspondance que de joueurs qui appartiennent à une partie. Donc ça, c'est les entités. Donc dans cette table de correspondance, on a la partie, donc l'ID de la partie, on a l'utilisateur qui était dedans, éventuellement son score, sa place, et des récompenses, etc. qu'il va avoir. Donc ça, c'est nos trois entités. Et maintenant, ce que ça représente par rapport à nos typologies d'accès, donc les access patterns, ça c'est aussi quelque chose qui est primordial avant de faire sa modélisation, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous dire comment est-ce que je veux accéder à ma table, ou à mes tables, selon les choix qu'on fait, quelles sont les choses qu'on va faire, les types d'écriture, de lecture, par rapport aussi aux coûts qu'on a en face. Donc là, il y en a tout un ensemble, on ne va pas tous les faire. L'idée, c'est voilà, un utilisateur, on gère son profil, on crée un utilisateur, un nouvel utilisateur s'enregistre sur la plateforme, on crée une partie, on lance une partie est terminée. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu toutes les choses qu'on va mettre sur le papier. Et là, on va se concentrer sur seulement 4 access patterns. Il y en a un qui a disparu. Donc, les choses plantent, je ne sais pas pourquoi, ça marche bien. Bref, donc en fait, on va les découper en deux parties. Donc la première partie qu'on va traiter, c'est voir une partie et voir les joueurs d'une partie. Et la deuxième partie, non, ça a été juste décalé. Et la deuxième typologie d'accès qu'on va voir, on va lier les deux aussi, c'est trouver les parties ouvertes et trouver les parties ouvertes filtrées par carte. Donc là, on va vraiment chercher toutes les parties avec une seule carte. Donc on va les traiter en deux blocs différents. La modélisation qu'on va retenir, c'est une monotable. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Florence, c'est qu'on était capable, dans une même table, d'avoir plusieurs entités. Ça va aussi simplifier, ça va éviter d'avoir des jointures à gérer. Donc on va mixer en fait nos différentes entités au sein d'une même table et on va utiliser des préfixes
dans notre table pour distinguer les entités. Donc on a l'entité user qu'on va représenter avec une partition key avec un préfixe user $, et les métadonnées parce qu'en fait il n'y a qu'une seule ligne, donc pour indiquer après tous les attributs de l'utilisateur. La même chose pour la partie game, on va avoir un identifiant unique de la partie. Et la partie correspondance, là on ne va pas créer un ID de correspondance, ça n'aurait pas vraiment de sens de faire ça. En fait on va réutiliser l'ID de la partie. Et là, la sort key, ce qu'on va utiliser, c'est la liste des joueurs, parce que c'est bien ça, c'est comme on disait sur du e-commerce, on va avoir les différentes commandes, et donc là, c'est un petit peu le même principe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette table. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle NoSQL Workbench, qui permet en fait de faire de la modélisation de tables, de visualiser des tables, et également aussi de créer ces opérations, d'optimiser et de créer des opérations dans Dynamo. Donc là, on va créer un modèle. Une fois que le modèle dans l'outil est créé, on va créer une table. Donc là, on crée la table. On va lui donner un nom de table, évidemment, un nom de partition key, un nom de sort key. Donc là, on va utiliser PK et SK. En fait, on ne veut pas l'appeler user ID, par exemple, parce qu'on a bien vu que la partition key n'allait pas contenir que des utilisateurs. Ça va aussi contenir des game ID. Là, au niveau de la capacité, on va partir sur du on-demand. En fait, on lance le jeu. Là, le jeu va se lancer, donc on ne sait pas prédire les accès qu'il va y avoir, la capacité. Donc là, on va partir sur du on-demand. Donc là, la modélisation, on a fait uniquement la partie partition key, sort key. Les attributs, on va les peupler automatiquement. C'est aussi ça la flexibilité. Et donc là, dans l'outil en graphique, on définit en graphique. Et en fait, ça nous sort le fichier JSON qu'on va inclure aussi dans notre infrastructure as code. Donc là, ça nous permet de le générer, mais quand on va le déployer dans la production, on va faire ça as a code, et donc on va utiliser ce fichier JSON qui a été généré. Là, on va se connecter concrètement à DynamoDB. Donc là, on va utiliser une access key, secret key, sur la région Paris. Et donc là, on commit et ça crée réellement une table. Voilà. Faites-moi confiance, ça l'a fait, on n'a pas triché. En attendant, j'ai chargé des données, donc j'ai exécuté un script Python qui a chargé des données de test. Et donc là, on a bien notre table dans DynamoDB. Donc là, on est dans la console. On va explorer notre table et on va faire un scan sur la table. Donc c'est pas très efficace, mais c'est juste pour voir que voilà, on a des données qui sont là. On a différentes entités. Donc là, on voit sur les premières lignes, on a des users, on a des game metadata, user. Et donc on voit bien le côté flexible de Dynamo où tous les attributs ne sont pas renseignés. Et on utilise un schéma un petit peu différent entre les différentes entités. Donc ça, c'était la partie création de notre table. Maintenant, on va faire la partie accéder à nos données, parce que c'est bien d'avoir des données, mais on en a besoin dans notre jeu, dans notre interface. Nos joueurs, ils ont besoin de pouvoir requêter des choses. Donc là, imaginons, on veut voir une partie et voir les joueurs qui sont dans une partie, ou dans une partie, dans une salle d'attente de partie. Donc on va avoir dans notre écran, en termes d'expérience utilisateur, donc là, le graphiste, il n'est pas encore arrivé dans notre société. On va voir ce petit bloc-là, ça va correspondre aux métadonnées de la partie, avec la carte, l'heure, etc., le nombre de joueurs qui sont présents. Donc ça, c'est les données qui sont liées à la partie. Et puis on va voir un ensemble aussi de joueurs. Donc ça, c'est la deuxième entité, c'est la partie user game mapping qu'on voyait tout à l'heure, la partie correspondance entre une partie et les joueurs qui la composent. Et la modélisation qu'on fait en fait avec cette monotable, ça va nous permettre en une seule requête, donc optimiser les accès en lecture, de requêter ces deux entités différentes qui sont contenues dans notre même table. En SQL, ça serait un join, mais là on veut l'éviter justement pour optimiser ses coûts. Donc comment ça se passe? Donc là, on va utiliser une fonction lambda, donc c'est notre service de compute serverless. On va revenir après, ça va aller assez vite. Donc là, voilà, on exécute un code en Python, requête sur notre table, et ça nous renvoie les différents enregistrements. Donc on va revenir en détail dessus. Donc, imaginons au niveau de l'interface utilisateur du jeu, on va envoyer une requête API avec un ID de partie. Donc ça, c'est l'événement qui passe par notre API, et c'est ça qu'on va passer dans notre code en paramètres. Dans notre code, on définit un petit peu des variables, on récupère l'appel API et ce qu'il contient. Et dedans, en fait, on va faire un petit focus sur la partie Dynamo. Donc, en fait, avec Boto 3, on va se connecter à notre table. Donc, on va renseigner le nom de notre table. On va faire une opération de type query avec la partition key qui correspond à notre game ID. Donc là, on a juste transformé un petit peu la variable en mettant game $ et game ID, parce que c'est comme ça que c'est formé dans notre table. Donc primary key, partition key qui correspond à notre game ID, et la sort key, on utilise une plage en fait
Donc ça peut être une plage au niveau du temps, sur un intervalle de temps. Et là, on utilise en fait tout bêtement de l'ordre alphabétique, donc entre dièse metadata et user dollar, et ça va nous user dollar, ça va nous récupérer tout ce qui est par ordre alphabétique à l'intérieur. Et donc si on avait des spectateurs, ça serait aussi remonté dans cette même requête. Et donc le résultat, donc, que vous avez vu juste avant dans Lambda, mais qu'on vous met ici, donc vous avez la toute première partie de la réponse, ça correspond à la ligne metadata, donc ça, il n'y en a qu'une. Et après, vous avez toute la partie des joueurs, donc l'un après l'autre. Dans notre partie, je crois qu'on a, on a 17 joueurs, donc il y a autant de lignes de joueurs que... voilà, on a 17 lignes pour les joueurs. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc les parties ouvertes et les parties ouvertes par carte. Donc en SQL, l'idée, c'est on aurait une table qui contient les games, les parties, et on ferait un select étoile from games where status égale open, donc ça veut dire que la partie est ouverte et peut accueillir des nouveaux joueurs. Donc là, on va faire quelque chose qui s'y apparente un petit peu, c'est on va faire une opération de type scan sur notre table. Donc là, on est dans DynamoDB, on est sur un scan, on va mettre un filtre avec open timestamp. S'il y a une valeur, ça veut dire que la partie est ouverte, et quand la partie démarre, on supprime cette valeur et on met un start time. Donc là, on l'exécute et ça nous retourne 9 parties ouvertes. Donc ça marche bien. Par contre, et c'est là où c'est important, c'est que ça nous a consommé 19 read capacity units. Parce que le scan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner toute la table et il va me retourner que les éléments par rapport à mon filtre. Le filtre, il arrive a posteriori. Et donc, ça nous coûte, si la table est énormissime, ça va lire absolument toute la table. Donc, c'est clairement pas efficace. Comment est-ce qu'on va optimiser ça? On va utiliser les sparse index. Donc, c'est les global secondary index. Et en fait, c'est un index sélectif qui va récupérer seulement quelques éléments depuis notre table principale. Sachant qu'un global secondary index, on paye le stockage, on va répliquer qu'une petite partie ici. Comment ça fonctionne? Donc là, c'est une représentation un petit peu de quelques éléments qu'on a dans notre table. Et on va dire, en fait, notre global secondary index, on veut que la partition key, ça soit la map, et la sort key, ça soit le open timestamp. Et dans notre table, si ces valeurs-là ne sont pas renseignées, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas remonter dans notre global secondary index. Et ça, en fait, sur ces 4 lignes-là, la seule qui va remonter dans le global secondary index, c'est celle qui est encadrée en rouge. Et donc, c'est celle-là qui va remonter. Donc en fait, on va avoir un global secondary index qui va être un sous-ensemble de notre table. Et donc, on va économiser en termes de coût de stockage. Ce sera beaucoup plus petit que si on avait fait un global secondary index où on projette absolument toutes les lignes de notre table. Donc maintenant qu'on a ce global secondary index, on va venir le requêter. Donc là, on est sur DynamoDB, toujours sur la console. Donc là, on va venir sur notre table. On va d'abord, on va créer l'index aussi, parce qu'on l'a créé sur le papier, mais il faut le créer en vrai. Donc là, la partition key, on disait, on met la map et open timestamp en sort key. Et donc c'est grâce à ça que ça va filtrer tous les éléments qui n'ont pas d'open timestamp, donc qui ne sont pas des parties ouvertes, qui ne seront pas dans ce global secondary index. Donc on va donner un nom. La capacité, ça va utiliser la même capacité que pour la table. Et on va projeter tous les attributs qui sont contenus. Donc là, ça prend quelques minutes en général. Voilà, on a accéléré pour la démo. Et donc là, maintenant, dans la requête, donc vous voyez, on sélectionne bien l'index et non pas la table. Cette fois, on refait un scan parce que je veux voir toutes les parties ouvertes. Donc là, ça me retourne les mêmes 9 éléments que tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on avait 19 read capacity units et là, on n'en a plus que 2. Donc là, effectivement, il a lu tout l'index, mais l'index est beaucoup plus petit que la table. Donc ça, c'est une façon d'optimiser ces accès en lecture sur des choses avec un espèce de select étoile avec une condition. Cette condition, plutôt que de mettre un filtre sur une opération de type scan, on peut avoir un index. Et maintenant, récupérer les parties ouvertes par carte. Donc vous avez vu, dans notre index, on a la carte qui est la partition key. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un query sur notre index. On va renseigner le nom de la carte. Donc ça, c'est ma carte préférée, donc je veux toutes les parties ouvertes. Et donc là, on va exécuter. Donc là, il n'y a plus que 4 parties sur les 9 qui sont ouvertes sur cette carte, avec un read capacity unit à seulement 0,5. Donc si on avait fait la même chose sur la table, on avait toujours les 19 read capacity units. Voilà, donc moi là, ça coûte pas très cher parce que je rigole et on a à peu près 1 millier d'enregistrements. Maintenant, je vais inviter Benoît pour qu'il vous parle de son cas d'usage chez AB Testy et vous allez voir que c'est une échelle beaucoup plus importante que notre petit jeu. Merci Sébastien. On m'entend là, c'est bon? Ouais. Ça va, ok.
Alors bonjour à tous, merci d'être là déjà. Je me présente, je m'appelle Benoît Gisclon, je suis Cloud Architect chez ABTST. Je vais vous faire un petit rex sur une de nos utilisations de DynamoDB, mais avant je vais commencer par vous présenter brièvement ABTST pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors ABTST, on est une société qui a maintenant 13 ans d'expertise dans l'optimisation de sites web. On est 300 collaborateurs répartis dans 12 endroits à travers le monde. Et donc, ce qui est assez excitant chez ABTST, c'est le produit qu'on délivre, mais c'est aussi l'expertise de nos équipes, les stacks techniques sur lesquels on travaille, et notre croissance. Et d'ailleurs, j'en profite que je suis là pour vous dire que si jamais, à l'issue de cette présentation, l'envie de nous rejoindre vous titille, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, on accompagne les plus grandes marques à travers le monde pour les aider à optimiser leur site web. Et cette optimisation, elle est faite grâce à notre produit et l'ensemble de features qu'on propose qui permettent de faire de l'A/B testing, de la recommandation de produits, de la personnalisation de contenu, des algorithmes de recherche, et du feature experimentation, du progressive rollout, c'est d'ailleurs là-dessus que je vais faire un petit peu l'accent, et tout ça couplé à une segmentation des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. On collecte de la donnée à très très grande échelle, enfin à grande échelle en tout cas. À titre d'information, pour les 12 derniers mois, on a déjà collecté 250 milliards d'événements de données, donc ça fait 255 milliards de hits sur nos infrastructures, ce qui représente à peu près 12 milliards de visiteurs uniques. Alors, 12 milliards de visiteurs uniques, savoir que chez ABTST, les visiteurs uniques, ça se calcule de la manière suivante, c'est le couple visiteur et site internet. C'est-à-dire que moi, Benoît, si je vais sur le site, un site A et un site B, qui sont tous les deux clients ABTST, je compterai pour 2 visiteurs. Et pour chaque visiteur unique, on collecte à peu près 250 points de données uniques. Alors, je vais vous faire un retour d'expérience aujourd'hui sur notre API qu'on appelle la Server-Side API, ou plus précisément la Decision API chez nous, qui va permettre à nos clients de faire du progressive rollout, du feature flagging, de l'A/B testing, de la personnalisation et plein d'autres choses encore, le tout directement via un SDK mobile ou depuis leur serveur. Alors cette API, on a plusieurs impératifs. C'est qu'il faut savoir qu'elle est appelée au chargement des pages des clients. Dès qu'un visiteur arrive, l'API est appelée. Donc il faut absolument qu'elle soit performante, donc qu'elle réponde très rapidement et qu'elle soit hautement disponible. Aujourd'hui, elle est déployée dans 12 régions AWS. Elle prend à peu près 5000 requests par seconde en moyenne et avec du burst à 10 000 requests par seconde. Alors, on a des plaques comme la plaque Asie ou l'Europe où on a du burst à 60 000 requests par seconde, c'est beaucoup plus. Et par contre, typiquement, par exemple, l'Amérique du Sud, si on a un burst à 1000 requests par seconde, c'est qu'on a passé une très bonne journée. Donc voilà, je vous parle de performance, disponibilité mondiale. Ça a complètement conforté notre choix d'utiliser DynamoDB. On a notamment 2 tables qui sont utilisées sur cette API. La première, c'est la table Campaigns qui va contenir toutes les campagnes de nos clients. Ce sont donc les variations qui vont être applicables aux visiteurs de nos clients. C'est une table de configuration. Et la deuxième, c'est la table de cache qui va permettre de stocker toutes les variations qui sont assignées aux visiteurs des sites de nos clients et de s'assurer qu'ils aient toujours les mêmes variations, quel que soit l'endroit où ils se situent et le moment où ils vont sur le site internet de nos clients. Alors évidemment, on s'est posé un certain nombre de questions pour designer ces tables. On ne les a pas juste fait comme ça. On disait qu'on avait besoin de performance, mais on a aussi besoin d'optimiser les coûts. Ça, c'est très important, d'autant plus qu'on va avoir beaucoup de données. Donc pour la table de cache, on savait qu'on voulait déjà une disponibilité mondiale. On a besoin qu'elle réponde tout le temps. On est parti sur DynamoDB Global Table. On n'en a pas parlé, mais c'est des tables qui sont en fait répliquées partout dans le monde avec un replication lag très faible qui est annoncé de moins de maximum 2,5 secondes, je crois. On avait besoin aussi sur cette table d'avoir une forte cohérence de données, de ne pas garder des données obsolètes, surtout pas stocker de la donnée qui ne nous servira à rien. Donc on a activé un TTL, ce qui de toute façon match très bien avec une table de cache. On voulait aussi avoir des documents les plus petits possibles. On parlait tout à l'heure de WCU, les unités d'écriture, on paye par incrément de 1 kg. Donc là, on voulait avoir un seul WCU par document, donc des documents qui fassent moins de 1 kilo-octet. On a parlé aussi tout à l'heure du multi-table ou single-table design. Un des biais avec le multi-table design, c'est que quand on a des très petits documents, si j'écris dans 2 tables, je vais payer 2 WCU. Alors que là, nous, on veut vraiment payer qu'un seul, donc on est parti sur du single-table design. On n'aura
beaucoup de documents, une forte cardinalité aussi sur cette table-là. On avait absolument besoin de performance, donc on doit avoir une partition key qui soit calculée via un algorithme déterministe, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir quel item je vais récupérer. Il ne faut pas que je fasse de calcul, surtout pas de scan. Je vous présenterai après pourquoi. Et on compresse aussi les attributs des documents. Alors on ne fait pas de la compression gzip, c'est plutôt la compression, c'est si j'ai un document qui contient par exemple un attribut campagne 1, campagne 2, campagne 3, je ne les stocke pas comme ça, je les stocke en raccourci C1, C2, C3. Et ça va nous permet de tenir les moins de 1 kilooctet. Alors évidemment, à un moment donné, on insère les objets, mais sinon on fait essentiellement du getItem. On n'avait pas de besoin de reporting, on n'avait aucun attribut en commun, donc pas forcément de sortkey, et on n'a pas mis en place de global secondary index, surtout pas dans notre cas, parce que vous allez voir que c'est une grosse table, et le global secondary index, sur les grosses tables, ça rajoute en plus des coûts en stockage. Alors la table campaign, quant à elle, c'est une table qui doit être aussi disponible mondialement. Je vous rappelle, c'est la table de configuration. Donc cette table-là, elle est en colocation avec l'applicatif ABTesty. Et quand nos clients mettent à jour leur campagne, elles sont mises à jour dans la table campagne qui est la plus près de l'applicatif ABTesty. Et après, dans les quelques secondes qui suivent, via les global tables, les campagnes sont disponibles pour tous les visiteurs. C'est une table sur laquelle on a peu de requêtes. On peut se permettre de faire de la mise en cache. On est parti aussi sur du single table design. Par contre, on n'a pas pu mettre de TTL sur celle-là parce qu'on ne pouvait pas se permettre de supprimer des éléments dans cette table-là parce qu'elle stocke les campagnes de nos clients. On peut très bien avoir des clients qui ont des campagnes qui restent actives 1 an et ce n'est pas pour ça qu'on va les supprimer. On a aussi une très faible cardinalité et on est parti aussi sur une partition key qui est calculable via un algorithme déterministe parce qu'on voulait vraiment avoir un temps de réponse en dessous des 2 digits pour DynamoDB. Pareil, pour celle-là, on est quasiment que du getItem, pas besoin de reporting, aucun attribut en commun, donc pas de sortkey. Et là, on n'avait pas de sens, ça faisait pas de sens de mettre du global secondary index. Alors ça donne une infrastructure très simplifiée, mais telle que vous la voyez ici. En gros, cette infrastructure, elle est déployée dans toutes les régions où on a vraiment beaucoup de visiteurs qui viennent. Elle est terraformée, elle est en infra as code. Donc si demain, on nous dit par exemple qu'on doit déployer l'infrastructure en Inde parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui vont arriver, on pourra les déployer en quelques heures. Alors je dis bien quelques heures parce que les global tables, quand vous avez beaucoup de données, ça peut prendre un peu de temps à répliquer. C'est une infrastructure qui est tolérante aux pannes. On a une bonne sérénité lors des déploiements aussi. Ce qui va se passer, c'est que là, mon visiteur, s'il arrive sur la région 1, mais que pour une raison X ou Y, la région tombe, il va être redirigé vers la région la plus proche de lui, la région saine la plus proche de lui. Donc on garantit une réponse quoi qu'il arrive au visiteur. Et cerise sur le gâteau, on a constaté un replication lag très faible de l'ordre de maximum 1 seconde entre les différentes tables DynamoDB globales. Alors une fois que notre API elle a atteint sa vitesse de croisière, on était sur à peu près 120 mégas de stockage pour la table campaigns, donc c'est vraiment une petite table pour le coup. Alors 120 mégas, juste pour information, pour ceux qui ne le savent pas, mais il faut multiplier le nombre de régions par le stockage pour avoir le coût global. Donc nous, en l'occurrence, on avait 10 mégas de documents x 12 régions, donc on paye 120 mégas de données. Là, on a 10 000 documents à peu près, donc vraiment une petite table, une partition key qui est le customer ID, que l'API connaît de toute façon avant de faire la requête, donc quoi qu'il arrive, on peut garantir d'avoir un résultat rapidement. Alors la table cache, quant à elle fait 24 Tera, donc c'est 2 Tera x 12 régions. On a 4 milliards de documents, je parlais de 12 milliards de visiteurs, là on a à peu près un tiers qui arrive du coup sur cette API-là. Donc un document égale un visiteur unique. Et on a un hash qui est le hash du Customer ID, Visitor ID. Pareil, 2 informations qu'on connaît, donc on récupère les documents très rapidement. Et 590 bytes de documents. On a de taille moyenne de documents, donc on a réussi à tenir les moins de 1 kilooctet. Et un TTL fixé à 6 mois. Alors, on en était très content, franchement, on en est toujours très content de cette API, elle fonctionne très bien. Mais bon, vous le savez comme moi, un produit, ça évolue. Et à un moment donné, il a fallu rajouter des nouvelles features. Notamment 2 features qui nous ont poussé un peu à revoir cette table de cache. La première, c'est le Dynamic Allocation. Le Dynamic Allocation, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça permet de changer une allocation au fur et à mesure du temps pour un visiteur. Ce n'est pas toujours une bonne pratique, mais dans certains cas, ça peut rendre service et on avait besoin de l'implémenter. Pour ça, on a été obligé de changer notre table cache. Ça ne pouvait plus être une table de cache, il fallait que ce soit vraiment une table applicative à part entière. On en a profité pour la renommer. On l'a appelée table allocation. Et on a aussi limité la portée des tables globales, parce qu'avant, c'était des tables qui étaient répliquées partout dans le monde.
Et là, on en a profité pour limiter les coûts, pour faire passer de tables mondiales à des tables plutôt répliquées par continent. Et ça permet aussi à nos clients de choisir l'endroit où sont stockées les données de leurs visiteurs. La deuxième fonctionnalité qui nous a poussé à avoir cette table, c'était le versionning. Il fallait qu'on puisse versionner les allocations, voir quelles allocations avait eu tel ou tel visiteur quand il était passé sur le site. Pour ça, on a rajouté une sort key. Cette sort key se matérialise de la façon suivante. En haut, vous voyez le document tel qu'il était stocké dans la table de cache. On avait, par exemple, le visiteur 1, il avait la campagne 1, 4 et 10 qui lui étaient assignés, avec les variations 1, 1 et 0. Dans un second temps, quand on a remplacé la table cache par la table allocation, on a rajouté la sort key que vous voyez qui s'appelle allocation version. En vrai, on l'appelle AV pour que ce soit plus court. Dans la latest, on va retrouver la campagne 1, campagne 4 et campagne 10 comme on l'avait dans la table de cache. Mais maintenant, on va pouvoir remonter dans le temps, voir qu'en V5, on avait aussi la campagne 3 mais pas la 10, et voir qu'en V4, on avait la campagne 1 et la campagne 4. Évidemment, on ne garde pas toutes les versions, mais en tout cas, ça nous a permis vraiment de pouvoir faire ce versionning. Alors, la migration de la table cache vers la table allocation, on a été obligé de recréer les tables. Bon, parce que l'ajout de la sort key, notamment Terraform, on recrée la table. La coupure de la réplication aussi entre deux tables globales, on peut se dire j'ai ma région A, j'ai ma région B, je coupe juste le lien et c'est bon, j'ai deux tables qui vivent chacune de leur côté. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Si je coupe la réplication, ça vient supprimer directement la table qui est répliquée. Donc il faut, quoi qu'il arrive, recréer les tables. Et ça, vous le connaissez aussi, je pense, mais quand on veut renommer une ressource, assez souvent, on va recréer la ressource. Alors, cette migration de données, il fallait qu'on la fasse sans downtime et au fil de l'eau. Ce n'est pas forcément l'objet du talk d'aujourd'hui, mais sachez que ça se fait très bien avec d'autres services AWS comme DynamoDB Stream, Kinesis et Lambda, et du S3. En gros, quand on a un document qui est écrit sur la table de cache, toutes les modifications sont streamées vers Kinesis, une Lambda intercepte tout ça et vient remplir la table d'allocation. Et ça se fait vraiment très bien. On a laissé vivre ça pendant quelques mois. Et une fois que la table d'allocation était bien remplie, là, on a changé l'application pour qu'elle puisse taper directement sur la table d'allocation et on a supprimé notre table de cache. Ça nous a donné cette infrastructure-là. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on n'a plus de table de cache. C'est la table d'allocation qui l'a remplacée. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune réplication entre continent 1 et continent 2. Donc par exemple, tout ce qui est, c'est plutôt des plaques, mais tout ce qui est Asie, Europe, c'est pas répliqué ensemble. Donc ce qui fait qu'un visiteur n'aura pas les mêmes allocations s'il est dans un continent 1 ou dans un continent 2. Mais ça, de toute façon, c'est vraiment un cas qui arrive très peu. Donc pour nous, c'était vraiment top. Et le bilan de tout ça, c'est que ça nous a permis de faire de la réplication sélective. Donc déjà de faire des tables continentales. On a pu adresser tous les problèmes de data residency, de localisation de données. On a aussi optimisé le stockage, donc en coupant, en n'ayant plus des tables qui étaient répliquées partout, mais qui étaient juste répliquées par plaque. On est passé de 24 Tera de stockage à maintenant 5 Tera. Pour information, le coût d'un giga de stockage dans DynamoDB, c'est entre 20 et 25 centimes, donc je vous laisse faire le calcul, mais ça a été quand même une belle optimisation. On a aussi optimisé nos unités d'écriture, nos WCU. Avant, elles scalaient partout, parce qu'on répliquait toutes les écritures. Une fois qu'on est passé à des tables régionales, des tables continentales, elles scalaient uniquement par continent. Par exemple, l'Asie, où il y a beaucoup de trafic, ne va pas forcément pénaliser l'Amérique du Sud. On ne va pas avoir besoin de provisionner énormément d'unités d'écriture parce qu'on ne viendra plus répliquer toutes les données. Et pour boucler la boucle, je vous parlais de performance et de coût tout à l'heure. En termes de performance, l'ajout de la sort key, ça nous a permis de pouvoir récupérer plusieurs versions d'une allocation en moins de 2 digits, donc en 5-7 millisecondes maximum. On récupère les documents. Donc on garantit une réponse très rapide. On évite les scans. Un scan, vous verrez, franchement, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous devez faire un scan sur plusieurs terras, ça prend plusieurs minutes, voire avec la pagination, ça peut prendre quelques heures. Donc on évite, et en plus ça génère du throttling, c'est-à-dire que la table DynamoDB il aura pu répondre à tout le monde et elle va commencer à jeter toutes les requêtes. Et à partir de là, on ne pourra plus renvoyer de réponse. Et la dernière chose, on a réussi à diviser les coûts par 7, les coûts au global de notre API, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1 million de calls nous coûte 7 fois moins cher qu'avant. En gros, on est passé d'un coût DynamoDB sur 5 chiffres à un coût à 4 chiffres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais repasser la parole à Florent qui va conclure sur cette présentation. Merci Benoît.
Voilà. Donc, comme on a bien pu le voir à travers la présentation de Benoît, on est capable finalement de passer à l'échelle de manière complètement transparente. On arrive à des terras de données qui étaient gérées. Si on veut aller plus loin, si on avait voulu ajouter des spectateurs dans le jeu de Sébastien tout à l'heure, on n'aurait pas eu besoin de rechanger la modélisation finalement. Ça peut rentrer directement dedans. Donc, effectivement, créer une sorte key, c'est quelque chose qui est très structurant et qui va demander un impact plus important. Mais en général, on peut rajouter des choses sans changer la modélisation. On n'est pas limité à du clé-valeur, c'est pas juste ça. Avec Dynamo, on peut aller plus loin, on peut modéliser des relations complexes entre objets. Et puis, surtout, point d'attention, réfléchissez bien à votre structure de clés. Benoît et Sébastien, tous les deux, insisté dessus sur la structure, les choix qui sont faits, le choix des index également quand on en a besoin. Ça vous permet finalement d'arriver à la promesse que je mentionnais en début de réunion, en début de session, et ce qu'a indiqué également Benoît, répondre en quelques millisecondes finalement, en single digit, à toutes les requêtes, quelle que soit l'échelle de vos données. Si vous voulez aller plus loin, donc deux pointeurs vers la doc, soit la doc en ligne à lire, soit des cours également sur Skill Builder. Et puis n'oubliez pas le free tier, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'expérimenter. Donc avec le free tier, vous avez un certain nombre de stockages et de WCU, de RCU disponibles. C'est le meilleur moyen pour vous familiariser avec l'outil et pouvoir expérimenter avec les différents types de modélisation qui sont pertinents pour vous. Donc merci à tous, et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit feedback sur la session du jour. Merci.